Alors, voilà. Donc, bonsoir, chers internautes. Comme je disais, nous avons un live particulier aujourd'hui, puisque ça sera moi qui sera votre intervenant pour aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, vous êtes connecté avec Maïna, qui est votre allié santé, bien-être et service. Maïna qui a à cœur chaque semaine de vous proposer des professionnels à même d'aborder avec brio et expertise les thématiques que l'on choisit. Aujourd'hui, c'est véritablement moi qui vais prendre la main pour la psychologie, puisque pour ceux qui me connaissent, je suis Laura Nina Laventure, je suis psychologue, psychothérapeute, entre autres, et j'ai orienté ma pratique à destination des afrodescendants. En effet, j'ai la chance qu'à mon cabinet, eh bien, j'ai à peu près 90% de personnes qui sont afrodescendantes. Évidemment, ma consultation est ouverte à tous, mais j'ai vraiment cette volonté d'être spécialisée pour ma communauté. Et dans mon cabinet, je reçois des personnes qui ont plein de problématiques différentes. Des personnes qui ont simplement quelques anxiétés, parfois des phobies, des problèmes avec la famille et aussi des problèmes de couple. Et parmi ces problèmes de couple, il y a, ben tiens, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit rompre? Est-ce qu'on doit essayer de raccrocher les choses, de se rabibocher? Est-ce qu'on doit bien au contraire prendre soin de la relation aussi en étant séparés? Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est plus en couple qu'on peut être fâché ou quoi que ce soit. Donc peut-être aller mieux séparément. Donc amener à la rupture ou des fois, bien, c'est après des clashs que les gens arrivent à mon cabinet. Et c'est pour cela que ce soir, je vous ai proposé comme thématique comment se remettre d'une rupture. Donc, comment bien gérer notre deuil quand on a eu une rupture amoureuse. En effet, la rupture amoureuse, bien, ça ouvre énormément de champs d'émotions, de la déception, parfois de la honte, de la culpabilité. C'est vraiment à chacun de vivre son expérience et de rapporter, de témoigner. Du coup, si vous avez l'opportunité de répondre à ce live et de nourrir le live, ça pourrait être très intéressant que je puisse personnaliser ce live en fonction de vos demandes pour ceux qui vivent ces situations-là. Il y a énormément de personnes qui sont célibataires en cette période, encore plus à l'approche de la Saint-Valentin pour ceux qui sont sensibles à ce type de date. Et d'autant qu'il y a un sacré tabou quand même autour du célibat, autour de la rupture et autour de difficultés avec les couples. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, en tout cas c'est ce que j'observe, autant dans mes recherches que dans les personnes avec lesquelles j'échange, tout autant que mes patients, j'observe vraiment qu'il y a une certaine honte à ne pas pouvoir être dans un couple qui fonctionne ou à être célibataire tout court. D'autant que la situation sanitaire n'aide pas du tout. Franchement, rencontrer quelqu'un dans cette situation-là, c'est presque miraculeux. Ou alors, on a fait appel à des applications qui, bon, après, ce que j'en comprends, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser ces applications autrement qu'avec des partenaires. D'ailleurs, Maïna vous réserve un cadeau. Un cadeau qui viendra d'ici 2021, peut-être 2022, en fonction de comment on arrive à avancer avec ce partenaire. Mais donc, c'est vraiment en tant que professionnel que j'ai eu l'occasion d'approcher les plateformes de rencontres et d'apporter mon expertise pour que ça fonctionne encore mieux. Et donc, il y a un partenaire qu'on vous présentera dans quelques temps. Mais en attendant cela, comme je disais, pour accrocher les wagons, je suis la reine des parenthèses de la parenthèse. Pour accrocher les wagons, il y a vraiment ce côté où, bien, à part rencontrer quelqu'un sur les réseaux, sur les applications spécialisées, il est extrêmement compliqué de rencontrer l'autre. Autrement, où est-ce qu'on se rencontrerait avec une telle situation? D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des bons plans, partagez vos bons plans pour que les célibataires et ceux qui cherchent à rencontrer puissent rencontrer. Mais avant ça, avant la nouvelle rencontre, avant qu'on ne tente d'essayer de trouver son profil idéal dans la mesure du possible, il y a cette nécessité déjà de faire le deuil. Je dis nécessité parce qu'en fait, c'est une nécessité psychique, dans la mesure où quand on fait le deuil, eh bien, on peut déposer
toutes ces valises, toutes ces casseroles dans le passé, leur pardonner tout ce qui s'est passé, autant à soi, autant qu'à l'autre, pour pouvoir démarrer une nouvelle relation, autant que faire se peut, qui soit défaite de tout ce passé-là, ce passé que l'on doit pardonner, guérir. Tout dépend de ce qu'on peut faire de cette relation, au moins en prendre conscience. Juste après la rupture, quelle que soit la personne d'ailleurs qui acte la rupture, puisque c'est vraiment un processus social dans lequel deux personnes engagées dans un couple se séparent. Et ces deux personnes sont amenées à faire avec ce qu'est le deuil, à faire avec la rupture amoureuse. Ce n'est pas parce qu'on prend la décision que c'est plus facile. Et j'entends ça souvent de personnes euh, qui ont appris comme ça, hein, qui avaient cette volonté de rupture de l'autre, qui disent oui, ça doit être plus facile pour l'autre, mais en fait, ce n'est pas plus facile. D'autant que l'autre passe par une phase extrêmement difficile, qui fait aussi partie du deuil, hein, cette phase où on marchande, on se dit ah mince, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que je dois? Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui sera aussi bien avec moi? Mais en même temps, il y a ça qui ne colle pas. Mais en même temps, c'est difficile de rencontrer quelqu'un. Donc, plein de réflexions, d'argumentation avec soi-même. On est en train de négocier avec soi en se disant, mais tiens, est-ce que je dois rompre en même temps, est-ce que je vais faire ça à l'autre? Donc, il y a une grande culpabilité, hein, et qui génère déjà de la souffrance morale chez la personne qui rompt, chez la personne qui prend cette décision d'acter la rupture, de terminer la relation de couple. Donc, ce n'est pas plus facile pour la personne qui rompt, et ce n'est pas facile non plus pour la personne qui subit la rupture. Parfois, et c'est une grande chance, on peut prendre la décision à deux de rompre. Et ça fait que peut-être il y a moins de colère avec l'autre. Parce qu'en effet, la rupture peut amener à plein de choses, notamment le fait de se clasher et qu'il y a cette chose explosive qui vient. Et parfois, il y a des sentiments pas très intéressants, comme le fait de se dire « Ah tiens, moi, je ne veux pas que cette personne soit encore avec une autre, elle est à moi », donc cette espèce de s'accrocher comme ça à la relation à l'autre. Donc il y a plein de choses, hein, qui sont générées dans les ruptures explosives, passionnelles, d'ailleurs, la rupture est souvent à l'image de la relation, hein. Du coup, il y a une relation dans laquelle vous aviez beaucoup de conflits, c'est plutôt rare, même si ça peut arriver, hein, c'est vraiment au cas par cas qu'il va y avoir les choses, mais c'est plutôt rare qu'en fait la rupture se passe de manière calme. C'est parce que c'est aussi une question de tempérament, c'est une question de personnalité. Ça dépend aussi de ce que l'on met sur ce mot rupture, quelle est la représentation, quelle est l'image que l'on a de la rupture. Est-ce que c'est par exemple pour vous un abandon, un rejet? Est-ce que ça vient mettre en question votre personne, votre estime de vous? Parfois, la rupture, c'est vraiment le terreau fertile d'exacerbation, de mise à jour de choses qui sont à l'intérieur de vous, de choses de votre passé, comme la maltraitance ou pas forcément la maltraitance, mais en tout cas le délaissement que vos parents ont pu avoir envers vous plus jeune, ou alors un manque d'estime de soi, un manque d'estime en l'autre, des difficultés à croire en l'autre, tout autant que peut-être des pathologies aussi, hein. Ça peut être l'occasion pour que des pathologies qui étaient voilà, là envers, qui étaient peut-être en sommeil, puissent se révéler soudainement et devenir, devenir exponentielle, vraiment prendre beaucoup de place, voire toute la place. Et donc que la rupture soit l'occasion de ce qu'on peut appeler une décompensation, c'est-à-dire passer du normal au pathologique. Il y a énormément de choses qu'on peut voir dans cette première phase de travail de deuil. D'ailleurs, il y a 5 phases, hein. Alors, il y a plusieurs théories auxquelles on peut se raccrocher. La théorie à laquelle je me raccroche est en 5 phases. Et si vous êtes intéressé
par cette théorie-là, vous pouvez aller voir Elisabeth Kübler-Ross, donc qui est la personne qui a mis en évidence ces 5 phases. Évidemment, il y a des choses qui se détachent de ce que je vous dirai, hein, ce qui se détache de ces 5 phases, parce que je tente autant que faire se peut de l'adapter aussi à nos communautés. Et on pourrait échanger aussi sur tout cela. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que cette première phase, qui est cette phase de déni, c'est-à-dire, eh bien, voilà, on se dit, mais tiens, non, mais non, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, des fois, lors des ruptures, la personne en face peut vous dire, ah non, je ne suis pas d'accord. Non. Rupture? Non, c'est pas pour moi. Merci, on fera ça plus tard. Et parfois, et j'ai une patiente d'ailleurs, si elle voit cette vidéo, c'est une suite, pour ne pas dire des fois, un petit extrait de consultation. J'ai une patiente qui a vécu une rupture comme ça. Enfin, on ne peut pas vraiment parler de rupture parce qu'ils sont encore ensemble. Et son compagnon lui a dit non. Rupture, non? Pourquoi? Non, moi je suis bien. Ok, merci, au revoir. Il est resté avec ça, comme ça. Bon, ok, je te propose de rompre, tu m'as dit non. Très bien. Et en fait, il n'y a pas de rupture, parce que rompre, c'est aussi s'affirmer, c'est aussi dire, malgré la douleur de la rupture, malgré tout ça, eh bien, à un moment, ça ne fonctionne plus. Et peut-être que la rupture vaut mieux que de vivre malheureux ensemble. Si on a déjà essayé tout, évidemment, hein, je ne sollicite personne à rompre comme ça du jour au lendemain. C'est intéressant que la rupture soit la finalité d'une longue réflexion, une réflexion sur le couple, une réflexion sur ce que l'on veut, et s'assurer du coup que ce couple est donc non fonctionnel et ne correspond pas à ce que vous voulez. Donc, je vous sollicite vraiment, autant que faire se peut, autant que vous arrivez à le faire ensemble ou avec un professionnel. Hein. Le professionnel peut vous accompagner pendant cette phase-là, mais il y a vraiment, je pense, une nécessité de prendre le temps de réfléchir à tout cela, parce qu'en fonction de la personne que vous avez en face, quand vous avez rompu, ça y est, ça y est, il n'y a plus moyen de marchander avec l'autre, qui est l'une des c'est la troisième étape du travail de deuil. Donc la troisième étape, c'est le marchandage, dire non, ça ne peut pas m'arriver à moi, ou non, je me suis trompée, regarde, comment je peux faire? Comment je peux faire pour retrouver l'autre? Non. Ou le marchandage, ça peut être de prier une instance supérieure et de dire, faites que je puisse me remettre en couple avec l'autre, que mon argumentation fonctionne. Ça peut être des occasions de souligner, hein, aussi, hein, quand même, en allant voir l'autre, en suppliant vraiment, non, reviens avec moi. C'est aussi dans ces phases-là que l'on peut se retrouver, soit à trouver des solutions en essayant de récupérer l'autre, quitte à faire du chantage, des choses comme ça, ou alors à chercher quelqu'un qui lui ressemble. Se mettre avec quelqu'un d'autre, ça peut être l'occasion de ne pas faire le travail de deuil, de ne pas vivre cette douleur morale. Parce que la quatrième étape du travail de deuil, c'est justement la dépression. Ah, et là, c'est super. Plutôt que de vivre cette dépression, eh bien, je me mets avec quelqu'un d'autre. C'est pas génial? Tout est solutionné. On n'a plus besoin de vivre les étapes du deuil. Je plaisante, évidemment. Je vous sollicite à vivre toutes les étapes du deuil, même si, quand on regarde, tout cela est théorique. Hein. Il y a des personnes qui ne passent pas par toutes les étapes du deuil. Et d'ailleurs, la deuxième étape, c'est la colère, le fait d'être en colère contre l'autre, d'en vouloir à l'autre, ou de s'en vouloir à soi-même, de ne pas avoir fait suffisamment de choses. La colère peut s'exprimer de plein de manières, ou d'en vouloir à un tiers. Imaginons que la personne se remette avec quelqu'un d'autre alors que vous êtes en train de vivre votre travail de deuil, et vous pouvez vous dire, ah voilà la responsable ou le responsable, voilà la personne qui a fait que le couple s'est arrêté. Alors qu'en fait, le problème vient de la relation, ça vient des deux. Et pas que d'une personne, évidemment, ça serait trop facile de dire « Oh, mais c'est l'autre ». Il y a aussi la nécessité de regarder, ben tiens, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passait dans vos comportements, dans vos pensées, dans vos attitudes au quotidien, qui, voilà, n'était pas favorable pour une relation de couple. Ou ça peut être aussi un manque d'investissement, ou un manque de temps pour le couple. Des fois, on peut être tellement dans le travail que le couple passe super loin. Or, l'autre a besoin d'attention.
Prendre l'autre pour acquis, c'est s'assurer qu'à un moment, soit il y a quelqu'un de malheureux, ou les deux, soit eh bien, que la rupture arrive, parce qu'il y a la nécessité de prendre soin de la relation, prendre l'autre pour acquis et ne pas nourrir la relation, c'est vraiment à un moment arrivé à un manque de qualité dans le lien. Et finalement, soit vous-même de vous-même, vous pouvez décider, ça y est, c'est fini, hein. On prend plus de moments à deux, on ne sait même plus pourquoi on est ensemble. Soit alors, évidemment, c'est l'autre qui prend la décision ou qui est malheureux dans son coin. Il y a des conjoints comme ça, et j'invite vraiment les gens qui s'identifient à ce type de position à faire attention, à prêter attention à ces choses-là. Il y a des personnes, que ce soit vous-même qui vous regardez ou votre conjoint, qui s'effacent en fait, qui laissent l'autre dans son absence de présence et qui supportent, qui sont là, qui se laissent vivre et qui parfois vivent des dépressions, qui sont en train de souffrir de dépression, mais qui sont simplement là. Parce que comme je le disais au début, rompre, ça demande vraiment d'être pleinement en accord déjà avec la rupture et d'avoir l'énergie de le faire. Être déprimé, être dépressif en fonction du nombre de temps que ces symptômes s'installent, parce que la différence entre la déprime et la dépression, c'est le temps. La déprime, c'est passager. La dépression, c'est chronique. C'est dans le temps que ça existe. Donc la dépression, c'est quand ça dure dans le temps. Par exemple, il y a des gens qui me disent « je suis déprimée depuis 2 ans ». Non, c'est plus de la déprime. Là, on parle d'une maladie, vraiment. Et quand on est malade, justement, quand on est déprimé ou quel que soit le type de maladie, trouver de l'énergie pour une rupture, ça peut être compliqué. Et pourtant, c'est peut-être ça qui peut permettre de sortir de la dépression. Ou pas. Ça dépend du couple. Comme j'ai dit depuis le début, je tiens à noter cette nuance-là, que c'est au cas par cas. Quand je vous dis ça, je pense aussi à des cas que j'ai connus ou à de la théorie. Parce que j'ai une patiente qui était extrêmement déprimée, mais vraiment plus... La vie, c'était... J'avais l'impression qu'elle attendait la mort, en fait. Et un jour, à force d'élaborer ensemble, on s'est rendu compte que, tiens, il y a quelque chose à voir du côté du couple, hein, quand même. Et en fait, à un moment, je l'ai accompagnée. Elle a réussi à peser le pour et le contre. D'ailleurs, il y a un outil que j'aime beaucoup, que je peux partager avec vous, qui s'appelle la balance décisionnelle, qui permet de faire le poids d'un côté avec ce qu'on ne veut pas, ou plus du tout, c'est-à-dire les choses qu'on a vécues, qu'on ne veut plus, ça y est, c'est bon, on a compris, c'est plus OK, et ce qu'on ne veut pas, ce qu'on peut par anticipation voir et se dire, non, ça, c'est bon, je vais essayer de ne pas expérimenter ça, et de l'autre côté, ce que l'on veut. Mais pas ce que l'on veut à partir de ce qu'on vous demande de faire, mais ce que l'on veut vraiment, ce que vous voulez vraiment. Donc, ce que je veux vraiment, et à gauche, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Parce qu'en effet, cet outil, vous l'adressez à vous-même. Quand vous prenez une décision, c'est pour vous-même. Donc, on a pesé le pour et le contre avec cette patiente et on s'est rendu compte que, mais non, la relation n'est pas fonctionnelle et n'est pas viable. Ça ne correspond pas à ses valeurs, ça ne correspond pas à ce qu'elle veut pour sa vie. Donc, au fur et à mesure, comme ça, elle a pu prendre courage, retrouver de l'énergie et se rendre compte que, bien, quand la rupture a pu avoir lieu, elle a retrouvé un goût à la vie. Elle a pu devenir la personne qu'elle voulait être. Parce que des fois, dans un couple, on peut changer, j'allais dire se travestir, mais c'est tellement moche à dire, en tout cas, transformer la personne que l'on est pour correspondre aux attentes de l'autre, à l'image que l'autre semble nous demander, même si ce n'est pas forcément dit, ce n'est pas exprimé, mais ça peut être l'idée que vous avez de ce que l'autre attend de vous. Donc, parfois, ça vient aussi de cela, le fait de croire que l'autre attend telle ou telle chose de vous. Et donc, elle a pu sortir de cette idée-là pour être qui elle est vraiment. Et à partir de ce moment-là, elle est mieux. Et elle est vraiment mieux. Quand on arrive à être soi,
C'est merveilleux. Et donc, l'une des premières choses qui doit vous interpeller quand vous êtes en couple, c'est êtes-vous vous-même? Qui êtes-vous quand vous êtes en couple? Êtes-vous vous ou êtes-vous une version de vous un peu moindre, amoindrie, ou alors un masque? Portez-vous un masque social quand vous êtes en couple? On porte tout le temps des masques sociaux, le masque social de la gentille fille, le masque social de la rigolote, le masque social de l'introverti. On porte tout le temps des masques sociaux dans des situations où il y a nécessité de les porter. Par exemple, au travail, voilà, au travail en général, bon, on s'adapte à ce qu'on attend de nous. On n'est pas tout à fait, on n'est pas forcément une version totalement totique de soi, mais c'est dans les moments personnels, donc en dehors du professionnel, euh, qu'il vous faut absolument être vous. Si même à la maison, vous ne pouvez pas être vous, quand serez-vous vous? En dehors du regard des autres? Et parfois même non. Donc, c'est vraiment un point qui doit vous interpeller, c'est le fait de ne pas pouvoir être authentiquement soi dans le couple. Donc, je parle évidemment d'abord de réfléchir à comment améliorer ça dans le couple. D'ailleurs, une clé que je peux vous donner pour ceux qui n'ont pas encore rompu, j'ai des clés aussi pour ceux qui ont déjà rompu, puisque c'est le sujet de ce soir, c'est comment, comment faire son travail de deuil après une rupture amoureuse. Donc, une clé en attendant, pour ceux qui n'ont pas encore envisagé la rupture, mais qui sentent qu'il y a des trucs qui clochent, une des clés, c'est de faire un conseil de couple, comme un conseil d'administration, comme le ferait toute bonne entreprise. Eh bien, posez-vous avec un ordre du jour. Je sais, ça paraît très... Oui, mais en fait, si, l'ordre du jour, ce sont vos doléances. Moi, j'ai un problème avec le fait de faire telle chose et que toi, tu ne le fasses pas. Ou on ne part pas suffisamment à tel endroit. Ou j'aimerais qu'on fasse plus ci ou plus ça. J'aimerais qu'on ait des moments pour nous. J'aimerais que tu puisses trouver du temps pour équilibrer ta vie personnelle et la vie au travail, etc. Donc, toutes vos doléances, vous les listez. C'est votre ordre du jour. Et vous vous asseyez pour en parler. Et attention, on n'en parle pas comme ça, sans aucun cadre, parce que sinon, bon, vous allez créer des conflits et puis c'est pas super. Se donner rendez-vous pour avoir un conflit. Donc, il vous faut un cadre. Le cadre, ça peut être la bienveillance. Donc, veillez à ce que vous respectiez vos besoins quand vous êtes dans ce conseil de couple et veillez à ce que l'autre aille bien aussi. Donc la bienveillance, le non-jugement, la réponse que vous apporte l'autre est sa réponse. Vous n'avez pas à dire « Ah non, c'est pas vrai, je ne suis pas d'accord », même quand vous avez une version différente de l'histoire, parce que chacun d'entre nous, nous accueillons, nous retenons ce qui se passe à partir du prisme que nous avons dans notre tête, le prisme de nos représentations, de l'image que nous avons des choses, tout autant que de tout ce qu'on a pu accueillir comme histoire de vie. Donc, il y a un filtre qui est unique pour chacun. Donc, que nous n'ayons pas tout le temps des points de vue qui s'accordent sur les choses, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, vous n'avez pas le même système de représentation que votre compagnon, que votre compagne. Donc, vous ne pouvez pas du tout être tout le temps d'accord. D'ailleurs, ça serait peut-être rabat-joie que d'être tout le temps d'accord. De temps en temps, ça permet aussi d'amener un peu de dynamique dans la relation à l'autre. Donc, le conseil de couple, bienveillance, non-jugement, écoute, s'écouter. Mais s'écouter comment? Entendre et écouter, c'est pas la même chose. Hein. Entendre, c'est l'information est rentrée. C'est tout. On n'a pas traité, on peut même, ça peut même sortir de l'autre côté. Écouter, c'est vraiment quand vous vous posez, vous entendez ce que l'autre dit, vous le traitez et vous répondez de manière adaptée.
Et attention, la réponse n'est pas toujours nécessaire. Quand quelqu'un vous parle, la personne n'attend pas toujours systématiquement que vous répondiez. Écoute, juste écouter, ça peut être génial et ça peut débloquer énormément de problèmes. Car l'écoute a vraiment ce côté salvateur, pacifiant. Ça permet de se sentir mieux. Rien que le fait de voir, d'observer que quelqu'un vous écoute avec attention. Donc, une écoute attentive, une écoute en étant présent, en étant activement en train d'écouter, donc sans préparer une réponse dans sa tête, autant que faire se peut, et en ne coupant pas la parole, ça aussi c'est important, couper la parole pour essayer d'avoir raison, bon, voilà. Regardez ce qui se passe à votre niveau, qu'est-ce que ça vient blesser à l'intérieur de vous quand l'autre parle. Et ça fait partie des éléments qui ne font pas partie du couple, mais qui font partie de l'individu. Et toutes ces choses que vous pouvez travailler de votre côté. Parce qu'autant que faire se peut, avant de se mettre en couple, chacun devrait faire un travail individuel. Ce n'est pas toujours l'occasion, il n'y a pas toujours l'occasion pour ça, il n'y a pas toujours le temps ou cette prise de conscience avant d'être en couple. Donc, vous pouvez faire ce travail parallèlement que vous faites le travail avec le couple, le travail autant que faire se peut pour retrouver de la joie, retrouver une envie d'être ensemble, comprendre qu'on peut avoir un projet commun. Et les conseils de couple visent ça, à ce que chacun puisse parler et que sa parole soit entendue, et après qu'on puisse poser ensemble un projet à deux. Donc le projet individuel de chacun peut être recoupé avec un projet à deux. J'ai beaucoup parlé du couple. À la base, on est censé parler de la personne qui vient de subir une rupture. Donc, je vous disais, la première étape, c'est le déni. Je ne veux pas accueillir cette réalité. Cette réalité ne rentre pas dans le champ de tout ce que j'attendais. Ça peut être très brutal, la rupture. La colère. Je suis en colère contre toi. Comment peux-tu me faire ça? Je suis en colère contre moi. Comment n'ai-je pas pu voir ça venir? Pourquoi ce n'est pas moi qui ai rompu en premier? La troisième étape, le marchandage. N'y a-t-il pas une manière qu'on se remette ensemble? Non, je pense qu'il va revenir, c'est une phase, et puis ça va lui passer, il va revenir vers moi, etc. Et la quatrième étape, qui est la plus douloureuse, très certainement, c'est la dépression, où vous accueillez pleinement la tristesse, toute la tristesse associée à la relation. Il peut y avoir un réinvestissement de la personne aimée, poser la personne comme une sorte d'idéal, idéalisé, et vraiment avoir cette espèce de presque mélancolie, si on peut dire ça comme ça de manière vulgarisée, même si le mot n'est pas adapté dans le domaine de la psychologie, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre cette espèce de envie de revoir l'autre, dépression. Vous savez que vous n'êtes plus ensemble, ça y est, vous avez accueilli la chose, mais c'est tellement difficile maintenant que vous en avez pris conscience. Donc, ça peut y avoir beaucoup de pleurs, une certaine coupure des autres, donc une tendance à s'isoler, ruminer, penser à l'autre régulièrement. Et puis à un moment, finalement, être dans l'acceptation. Ça ne veut pas dire que toutes les émotions sont parties. Ça veut dire que vous pouvez recommencer à avoir un goût à la vie. Recommencer à avoir envie de socialiser, de sortir. Parce qu'en fait, la rupture a lieu, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de votre vie. D'ailleurs, si vous avez l'impression qu'après une rupture, vous êtes au bout de votre vie, que vous n'avez rien d'autre à faire que d'attendre la mort, je vous invite vivement à consulter peut-être un ami, une amie, un parent proche. Et si vous le pouvez, si vous n'avez personne que vous pouvez solliciter, consultez un professionnel. Les psychologues ne sont pas là que quand il y a des problèmes, mais ils sont là aussi quand il y a des problèmes. Donc, si vous pouvez consulter un professionnel de la santé, franchement, ça serait vraiment intéressant pour vous. Si vous avez cela qui vient à l'intérieur de vous, quand vous avez subi une rupture. Et ce qui est très intéressant
quand vous avez vécu une rupture, c'est que vous pouvez aussi vous rendre compte de toutes les choses intéressantes que ça amène dans votre vie. Évidemment, quand on vient de subir une rupture, quand on vous dit oui, ben regardez le côté positif de la rupture, ça vient pas, ça vient pas spontanément. Vous pouvez même vous dire, mais oh là là, cette personne ne me comprend pas du tout. Alors qu'en fait, la rupture peut venir comme marquer une nouvelle phase, presque une nouvelle vie pour vous. Vous pouvez, suite à une rupture, ben, vous recentrer sur vous, prendre soin de vous. Maintenant que vous n'avez que vous, vous pouvez prendre le temps de vous rencontrer. Parce que je dirais que si on peut dire qu'il n'y a qu'un seul devoir que vous pouvez avoir envers vous-même, c'est le fait de prendre le temps de vous rencontrer simplement vis-à-vis de vous, même vis-à-vis de la vie, prendre le temps de vous rencontrer, vous rendre compte de vos talents, vous rendre compte de toutes les belles choses que vous pouvez accomplir dans la vie et donc arriver à un moment où votre présence dans le monde est pleinement une plus-value pour vous et pour les autres. Donc, apprendre à se connaître soi-même. Prendre conscience que le temps que vous avez est quand même s'il est long, la vie est quand même longue, c'est un temps qui est précieux, c'est un temps avec lequel vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez prendre des choix qui vous engagent, des choix qui ont du sens et surtout mettre vos talents au service, par exemple, de votre famille, au service du monde. Prendre vraiment l'occasion de la rupture comme une renaissance, comme une occasion de vous transformer en une meilleure version de vous-même. Retenir des leçons de cette rupture pour pouvoir vivre un couple avec lequel vous êtes pleinement épanoui. Donc, l'idée, c'est vraiment que la rupture, ça peut être une occasion de prendre soin de vous. Surtout si, par exemple, vous êtes d'une personnalité très altruiste où les besoins de l'autre passent avant vos propres besoins. Donc, rompre, c'est l'occasion de prendre conscience de vos besoins, de prendre soin de vous, d'essayer de prendre ce recul et de prendre soin de vous. Parmi les outils que je propose pour prendre soin de soi, il y a évidemment le repos, parce que c'est très fatigant de passer par ces 5 phases, donc le repos, mais aussi parmi ce qui est reposant, parce que souvent, quand je dis aux gens repos, les gens entendent sommeil, mais il n'y a pas que ça qui repose chacun. Le sommeil, c'est le repos pour le corps, mais vous avez le repos aussi pour votre esprit. Donc, la relaxation et la méditation sont de très, très belles manières de reposer le bouillon de pensée qui vient comme ça, surtout quand vous êtes dans la phase de marchandage ou la phase de dépression, où ça... Voilà. Même pendant les 5 phases, les 4 premières phases du travail de deuil, où vraiment il y a cette espèce de tourbillon de pensée qui est centré sur l'autre, sur la relation. Donc vraiment prendre le temps de calmer cela, de retrouver la paix à l'intérieur de soi. Et vous avez tous les outils d'affirmation de soi qui peuvent vous être très utiles. S'affirmer, c'est pleinement se connaître. C'est pour ça que je vous ai dit ça un petit peu plus tôt. S'affirmer, c'est connaître la valeur et la beauté de sa personne. Donc, prendre le temps de noter des choses qui vous semblent justes à votre propos et qui sont constructives pour vous, qui sont positives pour vous, comme je suis une belle personne. Je sais que quand je suis en relation avec quelqu'un, quel que soit le type de relation, je suis quelqu'un qui est capable d'élever les gens, d'apporter du bien-être. Ma présence est qualitative pour les autres. Je suis une personne talentueuse, je suis une personne créative, je suis une personne agréable, telle partie de mon corps me plaît, j'aime par exemple, faire telle chose ou telle autre chose, je suis comme ci ou comme ça. Vous pouvez aussi mettre vos réussites dans ces affirmations positives. Donc, il s'agit en fait de prendre le temps de vous faire du bien, comme cela, de vous faire du bien en vous disant de bonnes choses,
D'ailleurs, je vous invite, hein, il y a une expérience très intéressante qui a été menée sur de l'eau principalement, mais vous pouvez observer ça avec une plante. Je pense à ça parce que j'ai mes copines là-haut. Quand vous prenez soin d'une plante et que vous lui dites de belles choses, tu es belle, tu es jolie, tu m'es utile, j'aime à te voir dans ma maison, tu apportes de belles énergies, eh bien les plantes, elles vivent en étant plus belles. Vous pouvez voir des plantes qui vivent rien que grâce à ça, même si vous ne leur donnez pas tout ce qu'il faut, parce qu'en fait, vous prenez soin d'elles. Alors qu'une plante qui vous allez dire des choses pas terribles, hein, j'en citerai pas, je pense que vous connaissez tout ça, mais à qui vous dites des choses pas très sympas à entendre, et bien cette plante, elle aura tendance à faner, même si vous prenez soin d'elle, mettant de l'eau ou autre chose nécessaire, même si vous prenez ces soins basiques, le fait d'apporter des ondes négatives à cette plante va faire que la plante va faner. Et c'est pareil pour un être humain. Euh, Quand vous dites des choses pas très agréables à quelqu'un, ça ne lui fait pas du bien. Prenons l'exemple d'un enfant. Jamais de la vie, ça vous viendrait de dire des choses désagréables à un enfant. Il s'en verrait marqué à vie. Alors pourquoi se ferait-on cela? D'ailleurs, parmi les choses qui vous font du bien, c'est de prendre des temps pour soi. La plupart du temps, quand je dis à mes patients, prenez 1 heure pour vous. Tout le monde s'esclave 1 heure par jour. Ben oui, sur 24 heures en fait. Prenez 1 heure pour vous. Si vous prenez, enfin, si on reste sur cet exemple du bébé, 1 heure par jour pour un bébé. Ah, ça va être chaud, hein? Le bébé, il va pas aimer. Vous prenez 1 heure par jour pour un bébé, il va même pas vous laisser faire ça. Il va crier, il va tout faire, et vous allez finir par prendre soin de lui. Alors, pourquoi on ne prendrait pas au moins 1 heure pour nous? En dessous d'1 heure, pour moi, c'est de la maltraitance que vous faites. Vraiment. 1 heure, c'est pas suffisant, mais c'est déjà beaucoup quand vous avez jamais pris de temps pour vous. Et quand je dis du temps pour soi, je ne parle pas du brossage de dents. Hein. Ça compte pas. C'est 1 heure où vous prenez vraiment soin de vous et pas une douche vite fait comme ça parce qu'il faut se doucher. C'est vraiment 1 heure où vous prenez le temps de prendre soin de vous. Par exemple, si vous voulez faire un masque, si vous voulez vous prendre un bain ou lire un super bouquin ou faire des balades pieds nus dans la forêt. Mais quelque chose qui vous fait du bien, où vous vous sentez bien quand vous faites ça, vous sentez que vous prenez soin de vous quand vous faites ça. Je me rends compte que j'ai parlé, j'ai pas regardé vos réponses, chers internautes. Quand je suis lancée, vraiment, je suis lancée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, il vous faut prendre du temps pour vous. Et ce temps pour vous est vraiment un temps indispensable. Prendre le temps de prendre soin de soi, c'est vraiment indispensable. Là, excusez-moi. L'idée, c'est vraiment que parmi les clés pour prendre soin de vous après une rupture, c'est vraiment prendre un temps pour se découvrir, un temps pour soi. Il y a vraiment parmi ces clés que vous pouvez avoir, donc je vous ai cité la balance décisionnelle, je vous ai cité la relaxation, la méditation, mais il y a vraiment aussi le côté où prendre un espace où vous avez un miroir en face de vous, un miroir qui met du sens sur ce que vous dites, ça aussi, c'est très important. C'est pas parce que je suis psychologue hein, que je dis ça, mais allez voir un professionnel quel qu'il soit. Pas forcément un psychologue. Des fois, on peut avoir envie de voir des professionnels autres parmi les médecines douces, comme un ou une sophrologue, un médecin traditionnel. Oh, il y a ça qui me vient là. Le psychiatre, hein, tiens, c'est complètement remboursé par la sécurité sociale pour les petits budgets. Pour les étudiants, vous avez les psychologues de vos universités. Ça ne demande pas forcément un super gros budget que d'aller voir un professionnel. D'ailleurs, vous avez un nouveau dispositif qui est sorti, les chèques psy, pour les étudiants qui veulent voir des professionnels en libéral. Vous avez énormément de manières d'aller voir un professionnel sans casser votre tirelire. Vous avez des professionnels qui font des tarifs solidaires, comme moi-même. Donc, allez voir un professionnel pour avoir un espace de parole, pour se penser.
penser le couple, l'ancien couple, hein, je veux dire, même si j'ai parlé du fait d'aller voir un professionnel pour prendre soin du passage, soit à un couple plus intéressant, soit à la rupture. Mais une fois que la rupture est actée, aller voir un professionnel, c'est aussi l'occasion de prendre soin de soi et de pouvoir parler de soi, comprendre comment on fonctionne. Il y a aussi un outil que j'aime beaucoup, qu'on appelle l'énéagramme, qui est un outil transformationnel. C'est vraiment un outil avec lequel vous pouvez pleinement vous rendre compte de qui vous êtes, de votre personnalité. C'est vraiment l'occasion non seulement de vous comprendre, mais en plus d'avoir des occasions de parler avec les autres de manière qualitative. Je vous cite tout ça évidemment sans vous donner les modes d'emploi, donc je vous invite, si vous en avez besoin, évidemment, à nous laisser des commentaires dans cette vidéo pendant le live, évidemment, si vous êtes là. Mais les vidéos fonctionnent tellement bien en différé, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires dans les vidéos après le live pour qu'on puisse vous faire des vidéos, que je puisse vous faire des vidéos explicatives de chacun de ces outils. Par exemple, la balance décisionnelle, qui est extrêmement simple. Vous avez vu, je vous ai cité que deux choses, mais franchement, ne serait-ce que de poser tout ce que vous avez dans votre tête sur du papier, c'est libérateur parce qu'en fait, quand tout est éparpillé dans votre tête, on dirait qu'il n'y a pas de sens. Mais en fait, une fois que c'est écrit et que vous pouvez visualiser la chose, vous voyez qu'il y a énormément de sens et que vous pouvez prendre des décisions à partir de tout ce que vous avez déjà trouvé avec votre bagage intellectuel ou émotionnel. D'ailleurs, une décision n'est pas forcément basée que sur des choses rationnelles et logiques. Il y a vraiment cette occasion, en fait, avec la balance décisionnelle, de voir tout ce qu'il y a dans nos têtes et de prendre des décisions éclairées avec ça. Donc, vous avez énormément d'outils de psychothérapie, de développement personnel qui peuvent prendre soin de vous. Mais véritablement, pouvoir, si je peux vous laisser sur cette phrase-là, pouvoir faire son travail de deuil suite à une rupture amoureuse, c'est d'accepter ces 5 phases avec tout ce qu'elles ont de désagréable. Autant que faire se peut. Si vous avez des occasions d'être soutenu, par exemple dans des sororités, il y a énormément de concepts qui sont mis en place maintenant avec des moments de sororité. D'ailleurs, je fais un coucou à Cynthia Mapenzi et Florie Runor qui ont créé Afrotantica. Et il me semble que c'est pas aujourd'hui, c'est la semaine prochaine qu'elles font un groupe entre femmes, entre sœurs. Donc, ce genre de groupe peuvent être l'occasion de prendre soin de soi. Et vous avez des magnifiques professionnels comme Ayaba. Je vous invite à aller sur son Facebook ou Instagram. D'ailleurs, elle a les deux, mais elle fonctionne mieux avec Instagram. Vous avez Holistic Tribe et Food by Ayaba. Donc, il y a un problème dans ce que je vous ai cité. Je vais prendre le temps de regarder son Afro Vegan Food by Ayaba. Oui, voilà, c'est plutôt ça. J'ai juste retenu food, hein, les filles qui aiment manger. Donc, vraiment, vous avez des sœurs extraordinaires comme ça qui font des box. Ayaba, elle fait une box pour prendre soin de soi. En ce moment, elle fait une box pour s'apporter de l'amour. Il n'y a pas besoin d'être en couple pour s'apporter de l'amour. Donc, vous avez la super box d'Ayaba avec des sels de bain, une huile de massage, tout ça pour prendre soin de soi. Je parlais du bain un petit peu plus tôt. Et vous pouvez prendre soin de vous avec de super concepts comme cela, comme cette box. Donc, parmi les manières de prendre soin de soi, c'est accepter, comme je disais, de vivre ces étapes de deuil et de découvrir des manières de prendre soin de soi. Et vous avez plein de concepts, plein d'entreprises comme Afro Vegan Food by Ayaba qui vous propose des box, des recettes, plein de choses pour prendre soin de vous. D'ailleurs, apprendre à cuisiner des plats de chez nous, des plats rien que pour vous, ça peut être des manières de prendre soin de vous. Je vous cite plein de choses parce qu'il y a tellement de belles manières de prendre soin de soi. Donc l'idée, c'est peut-être d'avoir ce côté très intuitif, s'écouter, se dire, tiens, qu'est-ce que je veux vraiment? Quand je pense à quelque chose qui me fait du bien, qui me nourrit, qu'est-ce que c'est? Parfois, ça peut être très régressif, hein, franchement, et il n'y a pas de mal à accepter
notre enfant intérieur, parce qu'il est là, même si on le met de côté. Mais il est là, il est tout le temps en train de dire « Ah là là, regarde-moi, je suis là, prends soin de moi ». Donc, prendre soin de son enfant intérieur, ça fait aussi partie des manières de prendre soin de soi après une rupture. Alors, vraiment, je vous invite à découvrir, à vous écouter, à prendre le temps de prendre conscience de ce qui vous fait du bien. Et à partir de ce moment-là, accepter que ça aussi, c'est ce qui vous fait du bien. Tout ce qui est, alors je porte juste un petit bémol à tout ce qui est haute consommation de choses grasses et de choses sucrées. La nourriture peut être l'occasion de se sentir mieux, donc manger des choses très sucrées. J'ai une patiente qui adore les, comment ça s'appelle, des machins glacés, enfin bon, la malbouffe, hein, je ne devrais même pas vous citer ça. Mais en tout cas, c'est très sucré, ce sont des barres sucrées glacées, et elle mange que ça. Quand ça va pas, elle mange que ça, elle mange que ça. Je m'excuse hein, d'ailleurs si, si je regarde cette vidéo, mais en fait, c'est de la nourriture émotionnelle. Parce que la nourriture peut venir comme un palliatif à la douleur morale. Sauf que ça dure quoi? 10 secondes, 1 minute, 10 minutes pour ceux qui mangent lentement. Même si je ne pense pas que vous fassiez de la méditation alimentaire sur ce genre de choses. Mais la nourriture peut venir comme une manière de se consoler, voire ça peut être plutôt de l'ordre de l'addiction. Donc ça ne prend pas soin de vous. Même si vous avez l'impression de prendre soin de vous comme ça, pas vraiment, non, 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 du tout. Donc, essayez de trouver d'autres manières de prendre soin de vous que de manger des choses extrêmement sucrées. Donc, comme le fait de vous faire un très bon plat, ça, par contre, c'est pas pareil. Et puis, il y a le côté où vous devez prendre le temps de faire ce plat. Donc, vous prenez le temps de découvrir la recette, de couper les légumes, de les assembler, de faire des choses pour ceux qui font, j'allais dire, qui boulent leur nourriture, qui cuisinent des plats cuits. Ça peut être du cru aussi, ça, on en reparlera. Ou sinon, si vous avez l'occasion, allez sur YouTube, @Meina Paris. D'ailleurs, oui, il y a une différence avec le nom des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est @meina.fr. Sur YouTube, c'est @Meina Paris. Donc, vous pouvez aller sur Meina Paris et vous allez trouver des conférences, notamment de Vanessa Marine, ma mère, qui est biochimiste, nutritionniste et phytoaromathérapeute, professeur de yoga aussi, une femme extrêmement complète. Et vous avez aussi Béatrice Olucci, qui est naturopathe, conférencière, auteure, qui vraiment a fait, excusez-moi, c'est mon fils qui a ouvert la porte, qui est naturopathe et qui a fait plein de lives avec nous dédiés à la nutrition physiologique. Donc, s'intéresser aussi à ce qui vous fait réellement du bien, ce qui fait réellement à votre corps et pas qu'à votre bouche. Et je précise, ça ne dure pas très longtemps dans la bouche, mais ça dure très longtemps dans le corps. Donc, découvrir des manières de prendre soin de sa biologie, de sa physiologie, ça peut être une manière de prendre soin de vous. En sachant que prendre soin de vous à partir de votre biologie, c'est aussi prendre soin de votre psychisme. Je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose si je vous dis qu'on a un deuxième cerveau. C'est une vérité scientifique qui est assez popularisée depuis une bonne dizaine d'années, c'est-à-dire qu'il y a des neurones dans notre intestin. Donc, quand notre intestin est encrassé, quand on n'en prend pas soin, eh bien, ça a un impact sur notre psychisme. Du coup, des fois, des troubles de l'humeur peuvent être expliqués par ce qui se passe au niveau de votre intestin. Et donc, prendre soin de votre intestin, c'est prendre soin de votre psychisme. Donc, vous pouvez tout à fait vivre avec moins de douleur une rupture, simplement parce qu'en fait, vous prenez soin de votre biologie. Alors, je regarde. Ah, eh bien, il y a Ayaba qui vous dit « Essayez la cannelle dans une boisson végétale d'eau chaude avec de la muscade pour diminuer le sucre. » En effet, la cannelle a énormément de propriétés qui vous permettent de se défaire en fait de tout ce qui est sucré. Il y a plein d'astuces comme ça, comme la cannelle,
qui vous permettent de vous défaire au fur et à mesure du sucre. D'ailleurs, si vous mangez des bonbons, je vous invite à passer à des substituts comme les fruits secs, pour une grande fan des fruits secs comme moi. Voilà. Et les smoothies aux fruits. Tout à fait, tout à fait. Merci Ayaba. Donc vraiment découvrir des manières de prendre soin de vous comme ça, découvrir des smoothies. Par exemple, une fois, j'ai orienté quelqu'un vers les smoothies de légumes et la personne m'a regardé en me disant ce truc-là n'a pas bon goût. Hein. En fait, un smoothie peut avoir super bon goût sans qu'il n'y ait que des fruits dedans. C'est un bon mariage. Vous pouvez même mettre des choses qui prennent soin de votre santé, comme du moringa, de la spiruline et plein d'autres super aliments. Vous pouvez y mettre du baobab, vous pouvez y mettre des souchets qui sont super protéinés. Vous pouvez prendre soin, découvrir de manière de prendre soin au niveau alimentaire et du coup soigner aussi votre psychisme. Donc, prenez vraiment le temps de prendre soin de vous parce que, je le répète vraiment, parce que je pense que c'est très important que je vous le dise et que vous le sachiez, la rupture amoureuse, ça peut être vraiment un terrain fertile pour développer des maladies mentales. Donc, prenez soin de vous. Vous êtes la personne que vous allez fréquenter pendant le plus longtemps et la personne à laquelle vous pouvez vous raccrocher le plus. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir une vie qualitative. Eh bien, je suis restée un petit moment avec vous. J'espère que vous avez passé un super moment, car moi, vraiment, je me suis beaucoup amusée. Et puis surtout, j'ai pu vous dire ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, j'y répondrai. D'ailleurs, si vous avez des questions précises, vous pouvez les mettre, alors peut-être pas en commentaire du live, parce que vous savez, la difficulté avec les lives, notamment sur Instagram, c'est que ça ne reste pas. Sur Facebook, ça reste, puisque là, on diffuse sur YouTube, Facebook et Instagram. Sur Instagram, ça ne reste pas. Donc, je sais que ça vous demande un travail supplémentaire, mais si vous pouvez mettre vos commentaires en commentaire de la vidéo sur IGTV, ou sur Facebook, en sachant que pour le moment, vous aurez remarqué, ça n'enregistre pas automatiquement sur IGTV. Donc, si vous pouvez, faites cette gymnastique ou alors dans n'importe quelle publication de Maïna ou sinon les dernières publications qui concernaient ce live. Donc, vraiment, si vous avez des sujets particuliers dont vous voudriez débattre, si vous avez des questions particulières ou si vous avez des questions extrêmement personnelles que vous ne voulez pas rendre publiques, vous pouvez aller sur la boîte de messages de Maïna, donc en privé, vous laissez un commentaire ou un message et vous pouvez faire une demande et je prendrai le temps d'y répondre. Et puis comme ça nourrira aussi cette capacité que l'on a à vous apporter des thématiques qui sont adaptées à vos besoins. Parce qu'au fur et à mesure, bien, on voit avec la dynamique, la belle communauté qui se crée, on voit les choses dont vous avez besoin. Mais quand vous les dites directement, c'est encore plus facile pour nous de faire des thématiques qui vous correspondent. D'ailleurs, la thématique de la semaine prochaine sera sur l'amour de soi et la thématique de la semaine d'après est une belle surprise parce que la dernière semaine de février, on vous a fait un truc. Il n'y a pas un, mais il y a 3 événements à venir la dernière semaine de février. Vous avez le consortium avec les professionnels qui revient, qui est uniquement dédié aux professionnels. Et oui, il faut aussi qu'on se rencontre entre nous pour prendre soin de nous. La deuxième chose, c'est qu'il y aura un atelier de Béatrice Olucci que j'ai cité un petit peu plus tôt, qui du coup va continuer l'atelier découverte de la naturopathie. Donc si vous voulez vous inscrire, toujours les messages inbox à Maïna. Et la troisième chose, c'est le live surprise avec une femme que j'ai hâte d'avoir en ligne, car en effet, elle a cette particularité d'être maman, d'être entrepreneur et en plus d'être une sacrée survivante, puisqu'en fait, elle se bat contre la drépanocytose tous les jours. Et pourtant, vous la voyez, vous ne diriez pas ça. Franchement, elle est extraordinaire.
Et bon, évidemment, je dis ça de chaque personne que je reçois en live. C'est vrai, mais c'est parce que c'est vrai. On a la chance d'avoir de super personnes qui s'ignorent hein, la plupart du temps. Quand je dis ça, des fois, ils rougissent et tout, mais c'est tellement vrai. Quand quelqu'un est extraordinaire, il faut le dire. Franchement, quand on met des combats de front comme ça, ou une maman que j'ai citée un petit peu plus tôt, qui a 3 enfants, pas un, mais 3, qui est entrepreneur en plus. Enfin, qui a 3 concepts qui mènent de front, mais vous ne vous rendez pas compte, mesdames, vous êtes des super héroïnes. D'ailleurs, parmi, enfin je continue, je parle beaucoup, mais parmi les manières de prendre soin de soi après une rupture, c'est de se rendre compte de la super héroïne qui est cachée en nous. Ah oui, se rendre compte de ça, c'est vraiment une opportunité de prendre soin de soi parce qu'en fait, vous commencez à donner du sens à votre vie. C'est ça aussi des fois qui fait qu'on vit mal la rupture, c'est parce qu'en fait, le sens de notre vie était basé sur la relation. Donc quand on vous enlève ça, il ne reste rien. Mais en fait, non. Vous étiez là avant que l'autre ne soit dans votre vie. Vous êtes là maintenant que l'autre est parti. Donc l'idée, c'est de mettre du sens, trouver du sens à votre vie. Peut-être trouver pourquoi vous avez envie d'être pleinement présent dans le monde, ce que vous pouvez apporter au monde et pourquoi en 2 mots, pour faire quoi. Et ces mamans que je cite justement, ah oui, Wonder Woman, oui, je confirme, vraiment, ces mamans que je cite, ces sacrées Wonder Woman, eh bien, elles ont transcendé tout ça. Il y en a une notamment, ce n'est pas son premier, mais c'est son deuxième coup. Donc, il y a eu la nécessité de passer aussi par ce travail de deuil. Ces femmes sont bien la preuve qu'on peut rompre, même quand il y a un enfant. Et ça ne veut pas dire que l'enfant va être malheureux. Si les 2 parents sont heureux séparément, l'enfant il peut être heureux. Je ne fais pas l'apologie hein, des célibataires hein, avec des enfants. Je dis juste que quand ça ne va pas, quand on a tout essayé, quand on a tout essayé, donc les conseils de couple, le professionnel, et que ça ne marche toujours pas, eh bien, il y a toujours l'opportunité de rencontrer une nouvelle belle personne et de vivre une vie pleinement épanouie en étant authentiquement qui on a envie d'être dans le monde. Ah, Ayaba qui dit encore, je me mets devant le miroir et je me donne du self-love avec des mots doux pour m'apporter de l'attention. Oui, oui, les affirmations positives, c'est vraiment magnifique. Bon, très chers internautes, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. La vidéo, comme toujours, sera disponible sur IGTV, donc vous pouvez la regarder à nouveau. Pour ceux qui la découvriront directement sur IGTV, c'est magnifique que vous soyez proactifs et que vous puissiez regarder nos vidéos. En attendant, donc, je vous souhaite une excellente soirée. Toutes les informations que je vous ai dites sur les événements à venir, vous les verrez sur les réseaux sociaux. Toujours disponible en inbox. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer un message directement. Mon Instagram, c'est Laura-du-8, l'aventure-du-8 psy. Mais de toute façon, c'est moi derrière Maïna, donc ça marche aussi. Quand je dis c'est moi, c'est que c'est moi la fondatrice du concept, mais il n'y a pas que moi. Il y a une magnifique équipe technique. Il y a des ambassadeurs qui sont des professionnels qui font partie du consortium. Donc, cette belle équipe d'à peu près 20 personnes, oui, à peu près, si j'oublie quelqu'un, ne m'en veuillez pas, à peu près une vingtaine de personnes qui sont derrière Maïna et qui ont à cœur de vous donner des contenus de qualité. Donc, merci à vous de faire partie de la communauté de Maïna. Et si vous ne faites pas partie de la communauté de Maïna, abonnez-vous. Aussi simple que ça, abonnez-vous. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Parce qu'en fait, c'est vraiment quand vous likez, quand vous commentez, qu'on comprend en fait que les contenus que l'on fait vous plaisent et qu'on peut recommencer. Parce qu'au final, on est encore dans une phase d'éveil de Maïna. Donc, on teste des sujets et quand on voit qu'il y a peu d'interaction, et bien on les laisse, alors que peut-être que c'est quelque chose qui vous aurait plu. Donc, likez, commentez, ça nous permet de continuer sur ce type de thématique et du coup, de vous apporter toujours plus de thématiques qui vous font plaisir, qui vous font du bien et qui sont en accord avec votre demande. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Excellente soirée, Ayaba. À très bientôt. Merci à toi d'avoir été là pendant le live. C'est toujours une joie.
Merci à chacun des internautes qui est venu. Je vois, on a une nouvelle arrivée. Lovely. Oh, c'est mignon tout ça, Lovely. Ouais, elle s'apporte déjà de l'amour, même dans son nom. Donc, merci Lovely et tous ceux que je ne vois pas, parce que je n'ai pas la liste de toutes les personnes qui sont dans le live. Merci à vous d'être connectés. Merci vraiment. Prenez le temps de prendre soin de vous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Allez.